Bonjour à mes chers frères et sœurs panafricanistes. Bonjour aussi à ceux qui aident l'Afrique à avancer. Je suis hyper attristé par ce qui s'est passé au Zimbabwe. Nous avons été tous témoins de ce coup d'État organisé, pas par des Zimbabwéens, mais par des pays voisins, notamment l'Afrique du Sud en tête, en se servant d'un individu zimbabwéen qui a joué le jeu, comme je dis toujours. Ce ne sont pas les Occidentaux qui viennent assassiner nos présidents. Ils se servent toujours de pions à l'intérieur du pays pour effectuer leurs basses besognes et parfois s'appuient sur des pays voisins qui leur sont soumis, comme l'Afrique du Sud aujourd'hui est un pays complètement soumis à l'Occident. Les Sud-Africains sont jaloux des Zimbabwéens parce qu'ils n'ont jamais pu eux-mêmes dissoudre l'apartheid. Au contraire, ils l'ont renforcé. Par conséquent, ils voyaient très mal la présence de Mugabe dans la zone. Ils ont donc décidé d'activer les leviers qu'il fallait pour le faire sortir du pouvoir et donc avoir la même mise sur tout l'ensemble du territoire austral d'Afrique. Aujourd'hui, Mugabe est parti par un coup d'État. Il n'a pas démissionné, ça je vous le dis fermement. Il n'a jamais démissionné. Il a préféré qu'on lui écrive une lettre de démission. Il y a des vidéos qui commencent à circuler sur ça, que de mettre son pays dans un bain de sang. Car qu'est-ce qui allait se passer s'il voulait faire appliquer la constitution zimbabwéenne? Les Sud-Africains n'avaient pas à attendre. Zuma l'a déjà dit même au départ. De manière volée, il a eu à dire que si l'armée ne prend pas une décision, soit de libérer le président et qu'il exerce son pouvoir, ou qu'on s'attend à un coup d'État, donc, eux, ils vont intervenir pour établir l'ordre. Ça signifie quoi? Qu'ils vont pousser l'armée à commencer à tirer sur les civils et justifier leur intervention au Zimbabwe pour la protection des civils qui sont tués par le régime de Mugabe. C'est le même scénario, on se connaît. Mais comme Mugabe est un baobab très intelligent, très sage, il a vite compris ce qui se passait et il a donc préféré admettre partir du pouvoir par la force que de faire appliquer la constitution zimbabwéenne qui est, après que je l'ai lu, la meilleure constitution sur cette terre. Je mets au défi quiconque sur cette terre de me sortir une constitution qui est aussi comparable en matière de texte à cette constitution du Zimbabwe. Il n'y en a pas. Même les pays qui se disent démocratiques savent très bien que c'est la meilleure des constitutions sur cette terre écrite par des humains. Chacun peut le lire. Si chacun est vraiment intéressé, au lieu de passer son temps à répéter ce que disent les médias étrangers. Les Africains aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais c'est une vérité. Chaque Africain, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, est un parfait relais des propagandes médiatiques de l'Occident. Les Russes ont une chaîne de télé publique internationale qu'on appelle RT, Russia Today. Les Chinois ont aussi une chaîne nationale pour diffuser leurs messages dans le monde. Mais remarquez bien, les Africains ne vont jamais relayer les images qui viennent ou les informations qui viennent de Russie ou de Pékin. Mais qu'ils soient panafricanistes ou non, nous sommes des parfaits relais des informations données par les médias occidentaux. Quel que soit notre bord politique, quel que soit notre engagement politique, nous sommes tous devenus aujourd'hui les plus grands relais de l'information occidentale. Il y a des panafricanistes que je connais, j'ai même cessé de les suivre sur Facebook à cause de cette affaire de Zimbabwe, qui nous disent, sans faire de recherche, sans étudier, que Mugabe est un dictateur. Ces panafricanistes, comme je peux le dire, cette crise de Zimbabwe nous a montré trois types de panafricanistes. Il y a ceux qui sont panafricanistes occidentalisés, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, ils font 100 vidéos par semaine. Ça, c'est les panafricanistes occidentalisés. Il y a les panafricanistes idéalistiques, c'est-à-dire qui rêvent et qui n'ont aucune solution à apporter sur Terre, mais qui sont champions dans le rêve panafricaniste. Et il y a les panafricanistes africains. Ils sont très peu nombreux, 1%. Tout le reste sont ces deux groupes. Et le plus gros lot, ce sont les panafricanistes occidentalisés. C'est-à-dire, pas qu'ils vivent en Occident,
mais qui pense que l'Occident détient la vérité sur la vie de l'Afrique. Donc, tout ce que l'Occident va dire de quelqu'un en Afrique pourrait être une vérité. Donc, ils vont vous dire que Mugabe est un dictateur. Mais pourtant, ils vous diront qu'ils sont panafricanistes. Mais ils vont relayer le message que Mugabe est un dictateur. Je vais lire aujourd'hui, pour la première fois d'ailleurs pratiquement, des textes qui vont nous éclairer sur Mugabe. Parce que beaucoup ne cherchent pas. Il y a un exemple avant de commencer à lire. Tu lis dans les documents des médias qu'on publie aujourd'hui que Emerson Mnangagwa est appelé le crocodile parce qu'il a un caractère de crocodile. C'est pour ça qu'on l'appelle le crocodile. Encore un mensonge. Faites des recherches sur sa vie. C'est pas parce qu'il a un comportement qui est proche du caractère du crocodile qu'on appelle crocodile. C'est un mensonge encore fabriqué. Parce que sur France 24, j'ai entendu ça pour la première fois. Et Africa 24 l'a relayé. Sans même lire un peu sa biographie ou son parcours. Ce monsieur a fait la prison avec Mugabe. Après, ils ont été relâchés. Il est allé en Égypte où il a quitté la ZAPU pour la ZANU. On l'a fait arrêter parce que la ZANU n'était pas reconnue en Égypte. Mugabe a envoyé un avocat pour le faire libérer. Quand il est venu au Tanganyika, Tanzanie actuelle, leur groupe est allé, ils étaient 7 ou 9, ils sont allés en Chine faire une formation militaire dans le but de créer l'armée de libération du Zimbabwe, la Rhodésie du Sud. Il a fait un peu de temps pour faire l'ingénierie militaire. Quand est arrivé le groupe au Tanganyika et qu'ils ont formé leur groupe qui devait prendre le chemin de la guerre, c'est ce groupe qui a été formé par ces personnes, cette équipe militaire, qu'on appelle les crocodiles. Crocodile Group. Voilà d'où vient son surnom de crocodile. Mais lisez bien les journaux occidentaux, que nos frères même relaient dans leur post de Facebook, le crocodile, parce qu'ils disent qu'il a un caractère proche du crocodile, alors que le nom crocodile qu'il a est lié au fait qu'il appartient à un groupe militaire d'intervention au cours de la guerre de libération, qu'on appelait les Crocodile Group. Voilà comment nous fonctionnons. Pourtant, ceux qui le disent, qui le répètent, sont des panafricanistes. Ils le disent eux-mêmes, mais ils ne savent même pas pourquoi on l'appelle le crocodile. Ils ne font que répéter ce que France 24 a dit de lui, qu'on appelle le crocodile. Donc, c'est eux qu'on appelle les panafricanistes occidentalisés. Ils vivent en Afrique, mais leur monde de repère est l'Occident. Donc, ils vont toujours trouver en Occident des Blancs qui les aiment. Donc, ils vont toujours trouver des Blancs qui sont d'accord pour la lutte panafricaniste. C'est quand même aberrant. Ça, c'est une autre page. Le Zimbabwe a une constitution que je peux appeler, si on peut placer les constitutions par mode de perfection, elle est la plus parfaite de toutes les constitutions terrestres. Il n'y a pas une constitution sur la terre qui est parfaite comme celle du Zimbabwe. Et soyez-en sûrs, Mugabe a toujours respecté la constitution du Zimbabwe. Il a jamais violé. Le Sénat qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire le Parlement est formé du Sénat et de l'Assemblée. Remarquez bien qu'en 90, ça avait été supprimé en fait. Mais en 2000, février 2000, Mugabe avait réintroduit un projet de modification constitutionnelle pour créer encore ce bicamérisme au niveau du Parlement, on l'appelle maintenant l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, il voulait remettre en place le Sénat, qui devait être formé de 60 sénateurs à l'époque, quand il a fait cette proposition de loi. Et donc, il y a 10 régions, 10 provinces, et chaque province devait envoyer 5 candidats. Il fait qu'il y aurait 60 personnes. C'est-à-dire 5 qui seraient élus, par 10, ça fait 50, et les 5 autres, les nommés par le président. Ce projet a été rejeté par la population au vote du référendum à 55% des voix. Il n'a pas imposé sa voix à quelqu'un, il a mis ça de côté. Et on dit les dictateurs. Ça, c'est en 2005. En 2000, ça, c'est en 2000. Et on nous dit que Mugabe est un dictateur. Il propose une réforme constitutionnelle pour créer le Sénat, pour recréer un Sénat qu'on avait supprimé. Il propose qu'on crée le Sénat. La population dit niet à la modification constitutionnelle. Et il s'assoit, il ne dit rien. Il ne prend pas l'armée pour les obliger à aller voter. Il ne les menace pas de quoi que ce soit quand ils votent non à un référendum. Je vous le dis, ceux qui parlent beaucoup, si aujourd'hui Alpha Condé veut réformer la Constitution et que la population soit pour marcher contre, on sait ce qui s'est passé. Pourtant, c'est des démocrates. C'est eux qui accusent Mugabe d'être dictateur. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est en 2005 que finalement le projet a été accordé, a été accepté.
ils ont accepté en 2005 que maintenant, il y aura un Sénat et une Assemblée nationale. Les deux ensemble. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénat était composé de 100 membres. 60 élus au scrutin direct, donc 6 par région, 10 gouverneurs provinciaux, le président et le vice-président du conseil des chefs traditionnels, 16 chefs traditionnels, 7 membres supplémentaires et 5 membres nommés par le chef de l'État. C'est-à-dire que sur les 100 qui doivent être là, il n'y a que 5 que Mugabe ne peut que nommer. Tout le reste vient d'élection. Il faut avoir 40 ans, on peut être ministre et sénateur. Et en 2008, donc, ils ont fait les élections ont été faites en 2008 parce qu'ils font les élections du Sénat et du président au même moment. Remarquez bien, le parti de Mugabe a remporté 30 sièges, la moitié des sièges à élire. Le MDC et le MDC-AM ont remporté 24, et c'est donc 30 sièges. Le MDC et le MDC-AM, c'est une coalition en fait. Donc on voit bien qu'au niveau des élections, le parti de Mugabe et le parti d'opposition allié ont remporté la moitié des sièges à élire. Et on dit que Mugabe est un dictateur. Il faut vraiment une fois en Afrique pour trouver les dictateurs où ils ne sont pas. Je continue. Je vais vous rappeler qu'au Zimbabwe, le président n'est pas le chef de la magistrature, il n'est que le chef des armées. Ça veut dire que là-bas, le système judiciaire est totalement séparé du pouvoir exécutif. Il n'a même pas l'initiative des lois. L'initiative des lois est intégrante dans le pouvoir législatif. Ce sont les députés et les sénateurs qui ont l'initiative des lois au Zimbabwe, pas le président. Mais il y a des lois qu'on veut modifier, il faut l'approbation du gouvernement comme les lois sur le budget, sur la modification des impôts. Là, il faut le gouvernement forcément. Ça induit des calculs qui font que c'est le gouvernement qui va recouvrer les impôts, donc il ne peut pas le faire sans eux. Mais sinon, ce sont les députés, c'est les deux chambres du Parlement qui ont l'initiative des lois. Il y a eu après la Constitution, la partie concerne, et vous allez voir que Mugabe est un grand démocrate. Mais c'est ceux qui sont dictateurs qui l'appellent dictateur. Je vais vous lire un article, donc, qui vous expliquera comment est-ce que ça se passe au Zimbabwe pour qu'on dise que le président est un dictateur, alors qu'il ne l'est même pas du tout. Il est prévu des pouvoirs de contrôle de l'Assemblée sur le pouvoir exécutif. Il y a le pouvoir qu'on appelle le vote de défiance. Par une résolution adoptée par au moins 2/3 des membres de chaque chambre, le Parlement peut voter la défiance au gouvernement. L'initiative de la motion de défiance appartient à la chambre basse. Elle est introduite par au moins le tiers des membres de cette chambre, c'est-à-dire le Sénat. Si la défiance est votée, le président de la République doit choisir dans les 15 jours entre révoquer les membres du gouvernement, dissoudre le Parlement et démissionner de son mandat. Normalement, si Emerson était sûr qu'il contrôle la ZANU-PF, voici ce qu'il aurait dû faire. Faire voter une loi de défiance à Mugabe, puisqu'il nous a fait croire qu'il était populaire. On voit que dans l'évolution de l'affaire, il n'est pas du tout populaire. C'est pour ça qu'il a fait un coup d'État. On va revenir dans la seconde vidéo sur ça. Pour le moment, on continue avec tout ce qui est légal. Donc, la chambre basse, c'est ça qui est l'Assemblée nationale, et la chambre haute, c'est ça qui est le Sénat, en fait, chez eux. C'est un peu l'inverse dans beaucoup de pays. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'une des chambres, alors qu'on remarque bien que la plupart des élus sont moitié pour la ZANU-PF et moitié pour l'opposition. On continue donc. Il y a aussi une relation qui existe qui fait qu'on peut s'adresser au président et suspendre son pouvoir. On appelle ça l'empêchement, impeachment en anglais. Le président est démis de son mandat si une commission des deux chambres nommée par le président de la chambre basse, à la demande d'au moins un tiers des membres de cette dernière, établit un rapport concluant que le président de la République s'est rendu coupable d'une violation délibérée de la Constitution, est dans l'incapacité physique ou mentale de remplir ses fonctions, ou bien s'est livré à un comportement particulièrement répréhensible. Les membres du Parlement réunis en congrès décident à la majorité des 2/3 des membres de le démettre.
si Emerson était aussi populaire. On a déjà vu que la moitié de la Chambre des sénateurs est pour la ZANU-PF et la moitié est pour l'opposition. S'il est aussi populaire qu'il le pense, pourquoi on n'a pas appelé l'opposition à l'aider à appliquer cette règle de l'empêchement d'abord? C'est parce qu'il n'est pas populaire, qu'il ne représente rien, qu'il est passé par le coup d'État. Et on nous dit toujours que Mugabe est un dictateur. Ici, ils ont prévu une disposition qui est la révision constitutionnelle au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais ils disent quoi? Les projets de loi constitutionnelle doivent être d'abord publiés dans la Gazette, le journal officiel de l'État, avant d'être transmis au Parlement. Ils doivent être adoptés dans chaque assemblée avec au moins 2/3 des voix. Si après adoption par l'Assemblée nationale et transmission au Sénat, ce dernier n'adopte pas le texte dans un délai de 180 jours, l'Assemblée nationale décide avec au moins 2/3 des voix que le projet soit soumis au président sous la forme issue de l'Assemblée nationale avec éventuellement des amendements nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis la lecture par l'Assemblée nationale. Ça, c'est en juillet 2013 que cela a été mis à jour quand on fait la nouvelle constitution. Et on nous dit que Mugabe est un dictateur. Dans la constitution du Zimbabwe, il est prévu 2 postes de vice-président. Et chacun a ses fonctions. Mais je vais vous lire un article de cette constitution qui est formidable. L'article 93 qui est Challenge to Presidential Election. C'est écrit en anglais, malheureusement. Mais je vais essayer de traduire dans l'explication globale ce que ça veut dire. On peut faire une pétition pour demander à la Cour constitutionnelle que parmi le président candidat ou les 2 vice-présidents qui sont avec le candidat sur la même liste, il y a un qui ne respecte pas certaines règles constitutionnelles, donc on s'oppose à son élection. C'est prévu. Tu fais une pétition. Tu n'as pas besoin d'être à la tête d'un parti. Ça dit que le peuple peut se lever pour faire une pétition. Si le peuple prouve par la voix de quelqu'un que parmi le président et ses 2 vice-présidents qui sont sur la liste, il y a un qui ne correspond pas aux règles de la Constitution pour être éligible. Mais pour les vice-présidents, les preuves doivent être faites sur le terrain pour dire que ce n'est pas une affaire de faire des enquêtes, mais on doit prouver qu'il ne peut pas être candidat. Donc, vous voyez bien que ici, ils ont tout prévu, que même le peuple peut se lever et dire par une pétition, que celui-ci qui était candidat et qui dit être élu ne peut pas l'être à cause de ça. Et la Cour constitutionnelle est tenue de prendre cette pétition, d'analyser sur les 14 jours qui suivent la réception de la pétition. Les 14 days. Et bon, ils vont se donner une décision finale. Et le président de la Cour constitutionnelle est tenu donc de déférer soit l'élection ou le résultat jusqu'à ce qu'on trouve la réponse à cette pétition. En Côte d'Ivoire, où on se targue d'être des démocrates, où on accuse Mugabe d'être un dictateur, est-ce qu'on a prévu que le peuple peut se lever pour contester un résultat ou une élection ou un candidat? Chacun prend la réponse. Maintenant, on va attaquer ce qui se passe réellement. Un président peut se résigner, article 96. Il peut écrire sa résignation. Un vice-président peut se résigner aussi sur son poste. Mais il y a un problème qui se pose. Il peut être aussi démis de ses fonctions parce qu'il a fait des fautes graves. Ce n'est pas le cas de Mugabe. Mais il y a un problème qui se pose. Quand le président se résigne de son pouvoir de chef d'État, celui qui doit prendre le pouvoir est le premier vice-président qui est en fonction. Dans le cas du Zimbabwe, le premier vice-président n'est plus en fonction. Il n'y a pas de premier vice-président qui a été démis de ses fonctions. Donc la Constitution nous dit que c'est le second vice-président qui doit prendre le pouvoir. Et donc il doit prêter serment et nommer un premier vice-président et un second vice-président. Finir le mandat
du président en cours, donc en juillet, je pense, 2018. Ainsi donc, on voit qu'il y a eu trop de violations de la constitution zimbabwéenne par ceux qui ont pris les devants. Dans la seconde vidéo, on va maintenant expliquer l'histoire qui s'est passée, qui fait que c'est pas, comme les gens aiment le dire, que c'est Grace Mugabe qui est à la base de sa chute. Mais on va ressortir les éléments qui montrent que Grace Mugabe n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Zimbabwe. Ce monsieur Emmerson Mnangagwa voulait simplement faire un coup d'État, car il a eu la caution de l'Afrique du Sud à travers, bien sûr, les États-Unis, car il est l'un des plus riches au Zimbabwe. D'autres même disent qu'il est le plus riche, mais par respect pour le président, on dit qu'il est l'un des plus riches du pays. Il a pillé le diamant, il pille le diamant du Kasai en RDC. Il a détourné 2 holdings nationaux qui sont, je pense, la première, c'est la compagnie d'avion, comment on appelle, la compagnie aérienne du Zimbabwe en 1999. C'est même pour ça que quand on parle de criminels autour de Mugabe, on indexe beaucoup le ministre de l'économie et des finances. Car c'est lui qui a sorti tout ça sur lui. Il y a des documents qui sont là sur lui, 199, qu'il a pillé, il a détourné ces 2 holdings. Les Chinois commençaient à beaucoup se méfier de lui, car on trouvait qu'il devenait trop proche de l'Occident. Donc on commençait à se méfier de lui. Et c'est Grace Mugabe qui a dit qu'il prépare un coup d'État. Raison pour laquelle on l'a démis de ses fonctions. Est-ce qu'elle a eu raison ou tort? On a tous vu la suite de ce qui s'est passé. Et le Baba Mugabe n'est pas tombé. Il a pris la raison. Il a analysé. Ça veut dire que même à 93 ans, il est encore plus mûr d'esprit. Il est encore plus stable même dans l'esprit que tous ces petits vauriens qui vagabondent autour de lui. Ces militaires ont fait la honte de l'Afrique. On n'a même plus de respect pour les militaires zimbabwéens. Ils ont bouté hors d'état de nuire les Occidentaux blancs qui avaient arraché leur terre, mais ils ont démontré par A plus B qu'ils sont prêts à vendre leur pays pour lequel ils ont lutté au premier venu, qu'il va les mettre dans ce qu'on appellera aujourd'hui le nouvel ordre mondial auquel ils avaient échappé à cause de Mugabe. Et sa présence dans la zone a fait que les Occidentaux n'ont pas accès aux ressources des pays comme le Botswana, la Zambie et autres. Mugabe était un peu le protecteur de cette zone par sa présence. Il rappelait toujours à ses frères de la zone australe que les ressources nous appartiennent et nous devons en faire ce que nous en voulons, pas ce que veulent que les Blancs fassent que nous en voulons. Dans la seconde vidéo, donc, on va retracer la chronologie des faits qui démontrent que Emmerson n'est rien d'aucun criminel, un vendu et un lèche-botte des Occidentaux.